bienvenue à ce nouvel épisode de Semeur d'espoir au sujet de la traversée. Et on rejoint Sylvain Dupuis, on est toujours ensemble finalement. Hein? Bonjour Myriam, ça va bien? Ça va super bien, directeur général de la traversée, mais pour l'occasion aussi mon co-animateur depuis le début de cette aventure. Écoute Sylvain, qui va venir se joindre à nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va recevoir Philippe Perrault, président du conseil d'administration de la traversée, depuis au moins 2 ans, de mémoire 2 ans, 2 ans et demi. Et on va recevoir Stéphane Martin, journaliste, entre autres à Seule Tracy Magazine, et souvent aussi animateur à MATV. On va parler de la chose journalistique par rapport au suicide. Oui, on va en parler, mais juste avant, il faut revenir sur la traversée, puisque on le dit et on ne le dira jamais assez, la traversée est là pour intervenir en tout temps, pour tout type de besoins. On en a parlé là, dans les derniers épisodes, mais vous avez 2 services particuliers, l'hébergement de crise et l'hébergement de transitoire adapté qu'on appelle HTA. Quelle est la différence entre les deux? Écoute, il y a une grosse différence, mais en même temps, c'est important qu'on le dise. Tu sais, dans la région ici, nous, on a un centre de crise et un centre de prévention du suicide. Donc, depuis le début des podcasts, on parle beaucoup de nos services en prévention du suicide, mais on a aussi le volet centre de crise. Puis ça, centre de crise, dans d'autres régions, sont séparés des fois. OK. Des fois, tu as un centre de prévention et un centre de crise. À Montréal, par exemple, c'est séparé. Il y a plein de villes comme ça que c'est séparé. Pourquoi? C'est une question de développement de compétences, le volume, il y a aussi des fois décisions régionales. Là, nous, ici, on n'avait pas de centre de crise jusqu'à temps qu'on l'a mis. Et donc, ça a été mis des années 2012-13, ça a commencé à se parler, pour faire en sorte d'avoir des lits de crise. Puis des lits de crise, là, c'est un gros terme, là, mais c'est des lits pour se déposer. Ça veut dire que dans ta vie, ça va pas bien. T'es à bout. T'es à bout. Ça peut être ta maman qui est écœurée d'entendre son bébé pleurer, puis elle dit « Peux-tu juste dormir une nuit? » Ça peut être quelqu'un qui s'est fait mettre dehors par sa blonde, il y a 2 valises, puis il dit « Ben, j'ai pas d'argent pour aller à l'hôtel, puis je dors dans l'auto, ça marche pas. » Les lits de crise, c'est là pour toi. Ça te permet de te déposer. Mais déposer combien de temps? Bon, habituellement, c'est de 48 à 72 heures. Puis vu qu'on est dans l'humain, mais des fois, on peut étirer. On peut étirer si tu es en processus d'aller chercher un appartement, processus de régler, continuer à travailler, des fois, tu as des suivis médicaux, ou simplement avoir un horizon parce que tu t'en vas. Parce que, tu sais, ça peut être aussi quelqu'un qui a arrêté de consommer, qui se protège, puis qui veut aller à Margelle, au virage. Ça fait en sorte que des fois, il y a un délai entre eux autres vont te recevoir telle date, puis nous, on est telle date. Fait que la zone tampon, nous, on est là pour te protéger des fois de toi-même, des vices. Puis c'est ça que ça sert un lit de crise. Fait qu'on peut étirer aussi loin que la pertinence est pertinente. Tu sais, on s'entend, l'idée, on ne mettra pas personne dehors, en danger, sauf que, évidemment, il faut avoir dans l'horizon, quand tu es rendu à 5, 6, 7 jours, on commence à voir la fin, là. Puis, quand on est en crise, on va le dire comme ça, là, quand on veut avoir un lit de crise. C'est quoi, on débarque ici, tout simplement? Ben, le plus facile, souvent, c'est d'appeler. Ouais. On t'explique comment ça marche. Il y a des règlements bien simples parce qu'on est dans un milieu de vie. Tu n'as pas le droit de crier à 2 heures du matin. Là. Donc, tu as un milieu de vie. On a des règlements assez simples à respecter. T'appelles, tu peux te présenter sur place, on va te recevoir pareil. Mais c'est sûr qu'en appelant, c'est plus facile de bien te référer. Puis évidemment, après ça, on te reçoit. Puis on a un petit protocole d'hébergement. C'est super facile. Les gens dorment ici, là? Ils dorment ici, oui. Donc, ils sont accueillis, il y a des gens pour s'en occuper, là. Ici, on a 3 lits pour les lits de crise potentiels. Donc, 3 personnes peuvent venir dormir à la fois. Tu parlais de l'autre hébergement de transition. Ça, j'ai 2 autres lits. Donc, ça nous donne 5 lits en tout. Puis, l'hébergement de transition, ça, c'est plus en lien avec le CIF du CLSC. Puis, le 4AB ou l'urgence. Souvent, quelqu'un a plus besoin des services hospitaliers parce qu'il va mieux, mais il n'est pas tout à fait à 100% pour s'en aller chez eux parce que des fois, il y a le contrôle de ses médications, peut-être qu'il n'y a plus d'appartement, peut-être qu'il est en processus pour avoir un chèque de paye. Donc, il y a besoin d'une zone transitoire entre la sortie de l'hôpital puis d'avoir son propre appartement. Donc, ces gens-là ne sont pas en crise, sont plus en transition. Puis c'est là que ces 2 lits-là rentrent en ligne de compte, en collaboration avec le CISME, pour faire en sorte de se déposer
éviter de s'échapper. Continuer à avoir des services externes parce qu'il y a des intervenants. Oui, vous les lâchez pas. Là, On les lâche pas. Nous, on est là, mais il y a des intervenants externes aussi qui viennent les voir. Puis ça permet de ne pas retourner en hospitalisation puis d'aller mieux. Puis, ma question qui est un peu la même que l'autre, mais l'hébergement de transition, ça peut durer combien de temps, ça? L'hébergement de transition, selon les protocoles qu'on s'est entendus, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. On ne l'a jamais fait jusqu'à 3 mois. Le plus long, à peu près, c'est 45 jours. Il faut comprendre que la personne est mobilisée, elle n'a plus besoin de soins, elle est en mode je veux récupérer un peu plus ma vie, donc un appartement, ça peut être un emploi, donc des petites victoires comme ça qui cumulent dans les quarantaines de jours. Fait que l'idée là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de tracas de se trouver un appartement sur le champ, mais au moins, il continue son processus pour que quand il va partir d'ici, qu'il s'est bien installé puis qu'il reparte comme il faut, comme qu'on dit. Puis là, on reçoit des soins, on est accompagné ici, tout ça, mais ça peut paraître niaiseux comme question, mais les gens mangent ici, vivent ici comme dans une vraie maison. Ça fonctionne comment? Bien, on fonctionne beaucoup avec des dons. Les gens sont généreux, on reçoit beaucoup de dons de nourriture quand même, là, périssables, non périssables, qui nous permet d'offrir des repas diversifiés. Puis, ça fait partie de nos dépenses. Ça fait partie de nos dépenses aussi de dire que les gens doivent être nourris. Évidemment, ça fait partie aussi de la bonne hygiène de vie, de déjeuner, dîner, souper. Le nombre de personnes qui sont en crise ou HTA qui ont, pour eux autres, dîner, c'est n'importe quand, puis souper, c'est n'importe quand. Ça fait partie des bons procédés de bonne hygiène de vie. Donc, évidemment, c'est fourni ici grâce à beaucoup de donateurs. Et de partenaires financiers, parce que c'est gratuit quand on habite nous, ici. c'est gratuit pour l'usager. Oui, c'est ça. Tu sais, Fromagerie Polytechnique nous donne beaucoup de fromage. Le CAM nous donne un soutien. Des fois, l'hôpital nous donne aussi de la nourriture. On reçoit beaucoup d'aide, là. Fait que ça permet d'avoir des repas, mais évidemment, il faut en acheter aussi. Mais ça permet de maintenir un service parce que c'est un tout, là. On a des services avec des gens, mais on a des services aussi à côté parce que ces gens-là doivent vivre dans le milieu de vie aussi. Exactement. Puis il faut que ce soit agréable aussi. On rappelle comment faire une demande là, pour aboutir ici en centre d'hébergement. C'est toujours le même numéro, 450-746-0303. Puis je te présente, regarde, nous, on a un paquet de gomme. Des fois, là, c'est quelque chose d'intéressant pour les mamans, pour les amis, les gens. Si vous avez besoin de ça, des fois, tu sais, je suis inquiète pour un proche ou j'aimerais ça l'offrir à un proche. Un paquet de gomme, ça se donne tout le temps. Puis en plus, nos coordonnées sont là-dessus. Mais là, on les prend où, ces fameux paquets de gomme? Vous pouvez passer ici, ça va nous faire plaisir de vous en donner quelques-uns. Puis c'est comme ça se donne mieux qu'une carte d'affaires, parce que un paquet de gomme, tout le monde en veut. Ben même moi, j'en veux. Tiens, je vais le prendre. Je vais le prendre, on ne sait jamais. Nous sommes là pour toi. Donc, un beau produit à donner, peut-être. Quand on fait des tables de sensibilisation, on donne ça aux gens. C'est comme notre carte de visite. Puis tu sais, ça fait différent. Puis c'est surtout accessible. Puis il n'y a pas de mal de se promener avec le numéro de téléphone de la ressource à traverser. Non, moi, je le garde. Sylvain, on va aller rejoindre notre prochain invité, Philippe Perrault. Rappelle-nous ce qu'il fait. Président du conseil d'administration. Fait qu'on va le rencontrer ensemble. Dans quelques secondes. De retour avec Philippe Perrault, qui est entrepreneur de la région, mais aussi président du conseil d'administration de la Traversée. On va t'appeler monsieur, Philippe. Non, Philippe, s'il te plaît, merci. Philippe, merci d'être là, président du conseil d'administration.
Qu'est-ce qui t'a amené à la traversée? Fallait te poser la question, là. Ironiquement, en fait, je n'ai rencontré l'ancienne directrice générale qui était là pour un projet et finalement, je suis ressorti du bureau administrateur de la traversée. C'est sensible comme ça, là. En fait, c'est que personnellement, je suis atteint d'anxiété généralisée. Je suis médicamenté, j'ai pas de problème à le dire. Donc, c'est sûr que la cause m'interpellait. Puis quand j'ai vu la détresse locale au niveau des statistiques, au niveau de la quantité de personnes qui appelaient, ça m'a vraiment interpellé. Puis c'est là que j'ai demandé un rapport annuel. Puis je l'ai lu, puis c'est là que j'ai décidé d'embarquer. Je trouvais qu'il fallait aider, donc me voilà. Donc, on va remercier l'ancienne directrice, Oui. mais tu poursuis avec Sylvain aussi. Oui. Et ton rôle au conseil d'administration, c'est quoi exactement? Bien, en fait, c'est au niveau de la présidence. C'est certain que c'est au niveau de la représentabilité. C'est de représenter l'organisation. C'est aussi de prendre les bonnes décisions. Avec Sylvain, on travaille fort à développer des projets. On est beaucoup dans le développement de projets, se faire reconnaître localement et aussi à l'extérieur parce qu'on couvre, oui, Sorel-Tracy, mais la MRC est grande. Donc, on essaie de couvrir le plus de territoire possible. Fait que c'est vraiment de se faire connaître et reconnaître aussi pour ce qu'on fait pour les gens, pour qu'il y ait le réflexe, en fait, de téléphoner, parce que c'est ça aussi l'objectif. Et c'est bénévole. Oui, en effet, oui, exact. Oui. Leur paye n'augmente jamais. Non. C'est toujours la même. Exact. C'est bénévole. On fait à peu près entre 8 et 12. C'est sûr, le président, on se parle plus souvent. Deux semaines. On garde le contact. Mais mettons pour un administrateur dans un conseil d'administration, c'est entre 8 et 12 rencontres là, annuellement avec les AGA. C'est hyper important parce que c'est le principe même d'un OSBL. Moi, je suis directeur général, c'est sûr, j'ai une certaine latitude pour gérer le day-to-day, gérer les semaines. Mais tout ce qui est les orientations, tout ce qui est les demandes de financement, tout ce qui est les exercices budgétaires, ça prend un conseil d'administration. C'est comme le gardien. C'est le gardien de la démocratie de l'organisme. C'est pour éviter que ça devienne la patente d'une seule personne. Un conseil d'administration, c'est lui le vrai propriétaire de l'organisation qui chapeaute. En fait, on est le patron du DG. Non, en effet, on est 6 administrateurs. Oui, là, on est 6 administrateurs qui, d'ailleurs... Ils ressemblent à quoi, ces gens-là? Ben, en fait, il y en a plusieurs. C'est des entrepreneurs dans la région. Ouais. Jessica Miro, qui est propriétaire du restaurant Le Belvédère. Hugo Courchain. Oui, Traversier. Qui travaille, Hugo Traversier, qui est représentant pour Industrielle Alliance. On a Mégane Hannequin qui travaille... qui travaille dans une compagnie à Drummondville. Oui. On a Mylène de Lorientec. De Lorientec, la directrice générale de Lorientec. Puis on a Benoît Bourgeois aussi, qui est... B2, Agence B2. Agence B2. Ouais. Puis ces gens-là sont choisis pourquoi? Pour leur intérêt, pour la cause, leur contact, c'est quoi l'amalgame? Officiellement, ça appartient à un intérêt, intérêt de s'impliquer. Puis c'est sûr qu'être bénévole, mettons, pour une activité, c'est pas la même chose qu'être bénévole d'un conseil d'administration. Le conseil d'administration, tu sais, c'est un petit peu plus 1.1.1, 1.1.2. Formel. Formel. Il y a des PV qui sortent de là et tout ça. Fait que ça prend un intérêt, mais c'est sûr que les hommes et les femmes d'affaires de notre région s'impliquent beaucoup dans les conseils d'administration. Puis c'est important. On en a besoin. Fait que c'est sûr que faut avoir un intérêt, puis il faut que tu sois élu par ton AGA. L'AGA, c'est l'Assemblée générale, donc évidemment, là, dans les organismes communautaires, il n'y a pas des compétitions à tout rompre. Là. Souvent, tu es élu par acclamation parce que si tu as un intérêt, mais ça prend de te faire aider à l'AGA, puis tu as un mandat de 2 ans. Tu as un mandat de 2 ans, donc c'est une bonne responsabilité pour le conseil d'administration, puis ça fait en sorte de garder la vitalité démocratique. Je t'ai parlé de l'Assemblée générale, c'est important. C'est là que les membres de notre organisation sont convoqués pour prendre des décisions en fonction du conseil d'administration. Puis les prochaines orientations, là, vous travaillez sur quoi présentement? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Ou... Ben oui. On a le directeur. En fait, on a le président et le directeur. Honnêtement, c'est que c'est un on a le droit de rêver. C'est un gars de... Tu sais, Sylvain, c'est vraiment un gars de projet. En fait, moi, quand je suis arrivé, comme je disais tantôt, la direction générale a quitté. Sylvain est embauché, puis à l'époque, j'étais juste administrateur, puis les premiers mois, on reste là que pour écouter. Tu sais, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Puis quand Sylvain a été élu, moi, je le connaissais, a été engagé, moi, je le connaissais comme DG de la Chambre de commerce à l'époque. Puis j'étais, oh mon Dieu, ça va décoller, tu sais, dans la mesure où on va avoir quelqu'un qui s'implique beaucoup, qui est politique, qui connaît la politique, qui connaît la région, qui est capable de s'impliquer aussi. Fait qu'on va vraiment connaître la traversée. Puis honnêtement, en 3 ans et demi, ça le fait. Décuplé, là, c'est vraiment incroyable. On est rendu à un balado, là. Ah non, c'est fou raide, honnêtement. Puis Sylvain, c'est un gars de projet. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il peut témoigner. Je suis quelqu'un qui aime les projets, il aime les projets.
tant que ça cadre avec la mission de l'organisation, c'est parfait. Des fois, on traverse de tumultes épreuves pour arriver avec un projet. Mais ce qui est important, c'est au service des gens. C'est ça qu'il faut comprendre. Les besoins sont là. Le CI3S, toutes les organisations locales, les organismes locaux, gouvernementaux, peu importe, ont des besoins. On est là pour les aider. Puis les projets vont dans ce sens. On a des projets qui s'en viennent que je ne peux pas nommer, mais qui sont hyper positifs, qui sont très positifs. On va s'avancer. On est là pour un bout. On disait mais c'est un service qu'on offre déjà, fait qu'on peut en parler, on peut le dire. On a dit qu'au niveau des podcasts, on a dit qu'on a monté de 5 employés à 30 employés. La maison est grande, mais je pense qu'elle commence à être petite. Il va falloir qu'on regarde. C'est ça. Il va falloir qu'on regarde avec le Ville de Tracy. Il faut respecter les règles. Vous connaissez les jeux, le jeu de l'urbanisme. On va respecter les règles, mais je pense qu'on va faire sincèrement regarder. Agrandir. Trouver une façon d'agrandir. Peut-être avoir des lits de crise au premier étage, qui serait une belle façon pour la mobilité restreinte. Puis, écoute... Explique c'est quoi les lits de crise, parce que c'est intéressant. Oui, je n'ai parlé. On t'en a parlé tantôt, tu n'étais pas à l'écoute. Ben non, je n'étais pas à l'enregistrement. T'attendais pour passer, exactement. Mais pour vrai, je pense qu'on est rendu à agrandir. Parce qu'il y a une demande. Moi, depuis octobre, je te parlais qu'on avait 4 à 5 lits. Les 5 lits, je m'en sers comme joker à la fin. Mais les 4 lits, là, je ne suis pas capable de les vider. Ils se remplacent tout le temps. Ils se remplacent tout le temps. C'est un besoin. Fait que là, on est rendu là. Je pense qu'il va falloir analyser vraiment, voir si on ne vise pas vers un agrandissement. Tu l'as dit d'entrée de jeu un petit peu, mais depuis que tu es arrivé en poste, tu as fait un bon bout avec la traversée. Qu'est-ce qui t'a vraiment jeté à terre et qui t'a vraiment surpris? Moi, c'est les statistiques. Je le oui, répète souvent. Moi, c'est les statistiques. En fait, c'est le nombre d'appels. Moi, ce qui m'a frappé, puis entre autres, pourquoi je suis embarqué, moi, la jeunesse, ça m'a toujours interpellé. À l'époque, je faisais la brigade entrepreneuriale. J'allais donner des conférences dans les écoles sur l'entrepreneuriat, etc. Fait que moi, ça me tient à cœur, les jeunes. Et quand j'ai vu que les jeunes de 9 à 14 ans, il y avait un X nombre d'appels et qu'on a doublé ces chiffres-là avec la pandémie, moi, je suis sidéré, puis on a doublé le nombre d'appels total avec la clientèle de 9 à 99 ans. Donc, juste ça, pour moi, c'est suffisant pour me convaincre de m'impliquer. On répond à ce besoin-là. Il faut trouver d'autres avenues. Que ce soit au niveau de la prison, que ce soit au niveau des jeunes, la DPJ, etc. Les lits d'hébergement, la même chose. Les besoins sont là, on peut aider. Puis on peut aider l'hôpital. On peut vraiment intervenir dans toute la police. On est vraiment partout. Puis les gens nous reconnaissent pour ça. Donc, c'est partout et passionné. Vous êtes partout et passionné. On n'en doute pas. C'est sûr qu'on a un grand support. Tantôt, la dernière émission, on a rencontré... Pierre Bisson qui donne des sous, mais cet argent-là est dépensé. Il est dépensé dans tout ce qu'il vient de nommer. Là. Quand on va dans les écoles, je ne charge pas. Quand on va dans une shop donner un coup de main, on ne charge pas. On ne charge rien. Ça prend des partenaires. Ça prend des partenaires. On va rencontrer dans les prochains podcasts des grands partenaires qui vont venir nous voir aussi, qui vont venir parler de leur implication. On vient de donner un autre scoop, là. Non, mais parce que c'est important. Parce que, tu sais, on est bien financé. Tu sais, dans l'ensemble, on est assez bien financé, sauf que assez bien financé pour faire notre mission principale. On en prendrait plus pour développer plus. On en prendrait toujours plus. C'est ça. Tu sais, quand on a rencontré le député, je faisais en blague, tu sais, t'as-tu un chèque, tu sais. Mais c'est une blague, mais en même temps, tu sais, plus de financement fait en sorte qu'on peut faire plus d'actions concrètes en amont, parce que c'est en amont qu'il faut intervenir au niveau de la prévention. La prévention, en fait, exact. Puis les jeunes, c'est des statistiques vraiment grandissantes, je vous le dis. La pandémie a fait mal. Je pense que, tu sais, il faut être là pour les aider, il faut être là pour les accompagner. Puis c'est là que les partenaires rentrent en ligne de compte. Ta fierté en tant que président. On va terminer là-dessus. Tu as le mot de la fin, là, ta fierté. La fierté, mon Dieu. Non, en fait, c'est... Chaque président a comme un petit souhait à accomplir, là. Honnêtement, c'est vraiment la complicité que j'ai avec Sylvain, puis même le CA, tu sais, on est hyper transparent, tu sais, on se parle, on est capable de se parler dans le blanc des yeux, tu sais, mais honnêtement, j'ai un très bon contact, mais tu sais, c'est vraiment la complicité, puis c'est aussi la volonté, tu sais, de la région, puis d'essayer d'aider. Juste ce point-là vient, je crois, décrire tout le reste. Parce que si tu as un besoin, si tu veux aider, les gens vont venir chercher l'aide, mais il faut que tu te fasses connaître. Donc, c'est là de se faire connaître la difficulté d'avoir le numéro de l'Internet et tout ça, l'intervention. Donc, c'est vraiment qu'on est là pour les aider. Puis, tu sais, Myriam, c'est important la relation entre une direction générale et un conseil d'administration. Oui. Puis, c'est une transparence, tu es toi-même directrice d'un organisme.
la transparence, de déposer les chiffres, de pas, même quand les chiffres sont pas tout à fait beaux, puis tu fais comme je suis pas super content de les montrer, il faut les montrer parce que quelqu'un qui travaille pas, il fait pas d'erreur. Fait que, tu sais, c'est pas une erreur. On apprend des fois des moins bons coups pour en faire des meilleurs. Puis, tu sais, avec un conseil d'administration qui vient à chaque mois te voir pour faire la mise à jour de leur statut, c'est important d'être transparent et leur dire ce qui s'est passé. Puis, avec ça, ils sont au courant pour intervenir puis décider, les autres aussi, dans la meilleure démarche pour l'organisme. Tu as commencé l'entrevue en disant que tu faisais de l'anxiété généralisée. Je ne veux pas revenir là-dessus nécessairement, mais tu aurais été à l'aise, toi, d'appeler la traversée? Mon Dieu, oui, absolument. Puis même dans le temps, ça fait 20 ans quand même, mais je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même. Il n'y avait pas de service comme ça. C'était en moins fait, connu. Moi, je viens d'un petit village. Tu sais, on est habitué de régler nos problèmes nous-mêmes. Tu sais, c'est un peu un travail sur soi-même. J'ai été chercher l'aide nécessaire à l'époque. J'avais l'entreprise pour laquelle je travaillais un programme d'aide aux employés. Fait que je suis allé. On me l'avait conseillé fortement. Je ne connaissais pas nécessairement ça. Mais tu sais, j'ai été voir un psychologue, psychothérapeute et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Mais le fait exact que à l'époque, l'Internet n'était pas ce qu'il était. Localement, moi, j'étais à Saint-Hyacinthe à l'époque, puis tu sais, les publicités, c'était moins diffusé. Donc, les moyens de connaître l'organisation étaient moins là. Aujourd'hui, l'Internet, les pubs, on fait le podcast, un peu tout ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se faire connaître et surtout d'aider les gens. Parce que la traversée, le nom évoque pas grand-chose. Tu sais, oui, nous, on l'aime parce qu'on trouve que ça veut dire quelque chose, sauf que les gens ne pensent pas à dire « Ah, il faut que j'appelle la traversée ». Mais justement, s'il y a des gens qui nous écoutent puis Centre de prévention du suicide, où tu sais, les mots-clés dans Google vont aider parce qu'on va trouver le site web, entre autres. Mais tu voulais pas nécessairement te suicider et toi, tu avais juste non, mais c'est ça, exact. Mais les mots-clés sont tous là sur Internet, dans Google. Les moteurs de recherche sont là pour ça. Il y a une ligne 800, il y a un texto. Pas de penser au suicide. Non, mais c'est ça. Mais de voir quelqu'un comme Philippe. De sentir mal, exact. Un mal d'être, un mal de vivre, des problèmes avec tes parents ou peu importe, c'est vraiment à ça que ça sert. Va dans Google, tu tapes, puis tu vas le trouver. Donc, on s'en sort un peu avec de l'anxiété. Oui, absolument. Oui, on réussit à vivre, absolument. Tu es la preuve concrète, puis tu t'impliques maintenant avec la traversée. Il faut. C'est le message qu'on voulait passer avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Philippe Perrault. Sylvain, on a un autre invité passionnant qui s'en vient, qui n'écoutait pas ce que tu disais non plus. Donc, on va voir. On reçoit Stéphane Martin, journaliste. Animateur à la télé aussi. Animateur à la télé aussi. Puis on veut parler de comment un journaliste file en traitant ces nouvelles-là, des fois. Et on va en parler. De faits divers et c'est à quel moment c'est un fait divers puis c'est un fait personnel. On va en parler très bientôt avec Stéphane Martin. Saviez-vous que chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, le taux d'hospitalisation a triplé de 2010 à 2023? Chez les hommes, on constate une hausse significative de 11,8% par an depuis 2022, portant le taux ajusté à 466,3 par 100 000 en 2024. Le taux rejoint ainsi un niveau équivalent à celui observé chez les femmes. Stéphane Martin, bonjour. Bonjour Myriam, bonjour Sylvain. Bonjour, Steph. Ton nom, on le connaît, ton visage aussi. Tu es journaliste et animateur d'émissions d'affaires publiques, on va le mentionner ici, là, mais on est dans une petite région. Tout le monde se connaît, donc tout le monde va te reconnaître ici. Mais tu as sûrement eu à annoncer des nouvelles pas trop faciles dans la région, comme un suicide. Et tout ça, là, c'est un sujet pas évident à traiter. Comment on traite ça, une nouvelle comme ça? C'est bien de poser la question parce qu'il faut dire que le traitement de la nouvelle de ce côté-là a énormément évolué avec le temps. Puis là, je suis ici, moi, mais je pense que je peux me permettre d'affirmer que et le journal Les Deux-Rives et CJSO, donc les trois... Oui, où je collabore à l'occasion, mais je pense que les trois médias qui font du fait divers et de l'actualité dans la région, les trois médias reconnus, ont la même façon de travailler. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement là pour le sensationnalisme. Donc, oui, lorsque survient un suicide, il y en a plusieurs, on ne se le cachera pas. Il y en a plusieurs qu'on ne parle pas et qu'on ne parlera pas. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en parle? C'est lorsque l'événement fait qu'on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Si la personne malheureuse choisit de mettre fin à ses jours en créant un accident automobile, s'il y a des coups de feu qui sont tirés, puis qu'il y a un voisinage qui a entendu des coups de feu, ben là, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable, il faut en parler. Mais
c'est l'occasion à toutes les fois de rappeler les numéros du Centre de prévention du suicide, de dire qu'il y a des gens qui sont là pour aider. Puis c'est pas de mettre l'emphase non plus sur comment la personne a mis fin à ses jours. Mais je pense que, comme tout fait divers, quand il y a un accident automobile, quand la circulation est entravée, ben on se doit d'expliquer pourquoi. Puis, malheureusement, de dire que cet accident-là est causé par quelqu'un qui a choisi de s'enlever la vie, c'est tout. Stéphane disait, il a nommé les autres journaux et radios. Puis, il a absolument raison. Ici, dans la région, les journalistes sont très adéquats parce que ça a changé avec le temps. Avant, là, c'était la grosse nouvelle, puis mis l'emphase sur le tragique de la chose. Puis, tu sais, un peu sensationnaliste, dans le bon vieux temps, le Journal de Montréal, un peu. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, tu sais, oui, la nouvelle, elle doit être nommée, mais c'est vrai qu'ils finissent souvent leur article. Tu sais, si vous vivez des moments difficiles, après la traversée avec une nouvelle. Et il y a un travail aussi qui a changé beaucoup avec les policiers, parce que veut pas, nous autres, on ne l'invente pas, la nouvelle, là. Il faut se référer à des sources officielles qui sont des sources policières. Et les policiers sont capables de nous le dire. Avant, ils se mettaient un peu la tête dans le sable, puis ils nous disaient « c'est pas d'intérêt », puis on se doutait bien qu'il y avait un suicide derrière ça. Mais parce que tu sais, je vous ai parlé tout à l'heure d'accidents automobiles, de gens qui choisissent que ça implique des témoins, mais c'est sûr et certain que lorsqu'un corps est trouvé à quelque part, il y a des véhicules policiers qui sont sur place, puis le voisinage se demande qu'est-ce qui se passe. Ça attire les curieux. Ça attire les curieux. Maintenant, on a des iPhones. Oui, les gens se dépêchent à filmer, nous envoyer même, nous, aux médias, des photos, et il s'est passé de quoi là-bas, il y a 4-5 chars de flics, bon... les policiers ont changé leur façon de faire. Ils nous le disent. Écoutez, M. Martin, oui, il est arrivé quelque chose. On a trouvé une personne sans vie. Malheureusement, l'enquête tend à démontrer que c'est un suicide. Ça arrête là. Jamais on va faire un article, nous, là-dessus. Parce que c'est pas d'intérêt public. Oui, il y a eu un déploiement policier, là, mais ce qui s'est passé à cette adresse-là, c'est pas des affaires du monde. Oui. Puis, une couverture journalistique, ça a un impact positif ou négatif. Et c'est reçu comment? Des fois, ça peut être reçu comment de la part des gens qui pensent au suicide? J'imagine qu'il y a un impact, puis il faut y penser. Là. Ça, je pense que Sylvain pourrait, peut-être, avec ton expérience, il y a quelque chose qui a changé. T'sais, au Québec, on a connu des Fortin, Gaétan Giroir. Aux États-Unis, Robin Williams. Oui, Kurt Cobain. Moi, je suis de l'âge de quand Kurt Cobain est arrivé. On a le même âge, là, 18 ans, 20 ans. Mais ça a-tu un effet? Ça a un effet, forcément, parce que ça peut avoir un effet d'entraînement. Aussi fort que ça. Aussi fort que ça. Mais encore là, c'est un effet d'entraînement, mais ça s'arrête si tu traites bien la nouvelle. Tu sais, si tu nommes, mettons, cette personne-là vivait avec ses démons. Non, il n'y a personne qui vit avec des démons. C'est un vieux français qui existait dans le temps, puis il n'y a personne qui vit avec des démons. Cette personne-là vivait des choses difficiles, il n'y a pas de démons. Fait qu'imaginons Kurt Cobain, allons le plus loin possible. Kurt Cobain, s'il vit avec ses démons, mais forcément, si je pense comme lui, je vis avec des démons, tu sais. Fait que c'est cet amalgame-là que les journalistes maintenant ne font plus. Il faut choisir les mots. Oui, des mots. Il n'y a pas des mots aussi. Ouais. Il faut s'associer à des experts en santé mentale pour aller plus loin, admettons. Est-ce que c'est arrivé? Parce que là, on sort de la nouvelle un peu, là. Tu sais, quand on regarde, là, puis là, on va sortir de Sorel Tracy puis du métier de Stéphane Martin, là. Gaétan Giroir, ils ont fait un document extraordinaire là, pour souligner c'est quoi, les 25 ans du décès. Ils ont approché la QPS et les spécialistes pour être sûr. Exactement. Fait que quand il se fait des documentaires comme ça, quand on comprend dans quel état d'esprit pouvait être Gaétan Giroir au moment de s'enlever la vie, quand on comprend aussi, puis moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, que c'est possible de s'en sortir. Oui. Puis moi je trouve que c'est un bel exemple Gaétan Giroir parce que quand ça a sorti, je pense que l'année passée, l'espèce de... Le documentaire sur les 25 ans, là, ouais. Non, mais l'AQPS a été approché pour être sûr de tout ce qui était dit, comment que c'était dit, si ça avait un impact. Puis des fois, la fausseté de la nouvelle, tu sais, la fausseté dans le documentaire. Nous, comme CPS, au Québec, on avait été informés de la diffusion, parce que ça pourrait avoir un impact aussi sur nos lignes ou sur nos usagers. Donc, tu sais, ça, c'est bien fait avant, en 1980, probablement. Il aurait juste sorti le documentaire, puis ça serait arrêté là, avec peut-être des faussetés dedans. Ouais. Tu sais,
Donc, c'est là que ça a beaucoup évolué, je trouve, dans le traitement de la drogue. On n'a pas besoin de connaître les moyens utilisés non plus, je pense. Juste de l'enquête policière démontre que cette personne s'est enlevée la vie, point barre. On n'a pas besoin de connaître la façon. As-tu un exemple de ce qui t'est arrivé puis que tu as dû vraiment y penser plein de fois avant de sortir une nouvelle? Là, je te pose une question assez intense parce que c'est difficile à aller raconter dans les détails, mais quand même, en tant que tu es devant ton ordinateur, tu fais comment je vais écrire ça, comment je vais aborder ça. Comme journaliste, forcément, on se donne un code d'éthique de la ligne, je la passe où. Je te connais assez pour dire que des fois, tu dis c'est pas de... Non, enfin, je pense que le premier réflexe d'un journaliste, c'est d'informer sur le pourquoi de. Donc, il y a eu entrave à la circulation parce qu'il y a eu un accident. La cause de l'accident vient souvent à la fin. La personne a choisi de s'enlever la vie. Malheureusement, si vous avez besoin d'aide, ça arrête là. Je veux dire, il n'y a pas de... non, il n'y a pas... Aller enquêter les voisins. Et Sylvain, tu disais que tu avais une manière particulière. Tu étais toujours intéressé à couvrir les projets de la traversée, la cause de la traversée. Ouais. Je sais qu'un journaliste est impartial, mais tu es toujours là quand même pour la cause, mais les autres causes aussi. Là, mais qu'est-ce qui t'interpelle vraiment là-dedans? Ben, c'est pas compliqué. Là. La prévention du suicide, c'est quelque chose, c'est un sujet auquel je vais toujours faire de la place dans les différentes tribunes qui me sont offertes. Pour la simple et bonne raison que dans ma vie personnelle, là, j'ai 4 décès de proches, de gens qui se sont suicidés. Okay. Ça veut dire que j'ai été 4 fois dans un salon funéraire pour des gens qui ont choisi de s'enlever la vie. Fait que c'est sûr et certain que si on peut en éviter un, puis ça je le dis à chaque fois que je vous interpelle pour faire un article, si on peut juste sauver une personne, faire réfléchir une personne, ben moi mon travail va être fait. Fait que c'est une cause que j'ai adoptée à cause de ça. Puis tu sais, c'est la prévention du suicide, encore une fois en 2025, Sylvain, tu confirmeras, c'est plus facile de faire la prévention de maladies, la prévention du cancer que de la prévention du suicide. Pourquoi? Parce qu'on est tabou. On est dans un sujet tabou. Là. Il en reste encore dans... Écoute, moi je fais partie de ceux qui ne veulent pas que ça soit tabou. Je pense que c'est pas vrai qu'en parlant plus, qu'il va en avoir plus. C'est vrai, si vous regardez juste les nécrologies, vous voyez souvent, mettons, quelqu'un est mort du cancer, ben il demande il le nomme presque, perdu sa bataille, puis après ça, ben donner des dons à la Société du cancer. L'autre, c'est Société de Alzheimer. L'autre, tu sais, souvent, c'est plus facile de nommer ce genre de choses-là, parce que c'est la maladie souvent qui est en cause. Puis le suicide, mais c'est plus gênant pour les familles de ceux qui restent de le nommer. Mais je pense qu'il faut... Mais pourquoi? J'ai envie de vous la poser, c'est peut-être le vieux penchant religieux, là, tu sais, quand tu te suicides avant d'en faire, là. Ouais. Donc, tu sais, ça... On est encore là en 2025. Non, mais je pense qu'il reste des relents, des familles, tu sais, sont touchées, sont blessées, puis c'est normal. Mais de plus en plus, il y a des familles, maintenant je le vois, là, c'est assez récent, qu'il y a quelqu'un qui se suicide, il demande de faire des dons à traverser. On a vu ça à plusieurs reprises, maintenant c'est nommé. Il ne dit pas qu'il est mort du suicide, mais il invite les gens à donner à traverser. Il y a la culpabilité aussi, peut-être. Mais il y a même des mais ça, il faut comprendre le temps d'en parler parce que le deuil par le suicide est un deuil qui se fait complètement différent de tous les autres deuils qu'on peut vivre. Mais il y a une chose qui est importante de mentionner pour continuer le sujet qu'on parle. La prévention d'une maladie, la prévention du cancer, ça relève... C'est facile à faire parce que ça relève de saines habitudes de vie. Mais on en parle plus. Il y a une semaine de la promotion des saines habitudes de vie. Il y a une semaine de la prévention du cancer de la prostate. Il y a le mois de novembre pour les hommes. Après ça, le cancer du sein. Après ça, le cancer du poumon. On parle tout le temps de prévention du cancer. La prévention du suicide, il y a quoi? Qui est une bonne cause aussi, là. Qui est une bonne cause, mais la prévention... Mais ça rejoint... La prévention du suicide rejoint ça. Parce que tu n'as pas besoin de dire à un fumeur, tu sais que tu te magasines un cancer du poumon, il le sait. C'est écrit sur les paquets. C'est écrit sur les paquets, il y a des photos. Ta personne qui vit des moments difficiles, elle n'a pas besoin non plus de se faire dire,
tu as besoin d'un bon coup de pied dans le cul. Tu sais. Non, pas ça la réponse. Fait que Elle a besoin d'être accompagnée. les causes sont les mêmes. Ouais, c'est ça. La prévention du cancer, c'est la même chose que la prévention du suicide. Il faut arrêter que ça soit tabou puis d'avoir peur de le dire. Tu sais. Donc, le rôle du journaliste est essentiel Oui, parce qu'il faut en parler. dans la prévention. Puis on est chanceux. Tu sais, on parlait tantôt de la radio, on parlait de le journal de Rive, puis Sarah Tracy Magazine qui est plus en ligne, numérique. Les trois traitent bien la nouvelle. Les trois nous accompagnent. Quand on fait un communiqué, les trois le traitent. Je pense qu'ils sont très sensibles aussi parce qu'ils voient ces cas-là arriver à chaque semaine, à chaque mois. Puis on est tous un peu touchés par quelqu'un qui a fait ce geste-là. Ouais. Mais tu sais, souvent, quand on le fait, on voit plus de solution. Mais tu sais, appeler ici, c'est une façon de voir des solutions. Parce que tu sais, ça permet de se décanter, de sortir un peu de la forêt puis de voir des solutions. Moi, je veux qu'on parle du deuil. Tu sais, parce que, je le disais tout à l'heure, le deuil de quelqu'un qui s'est enlevé la vie est complètement différent à faire de tout le reste. Oui, c'est ça. Le suicide, c'est un deuil, c'est une mort qui est subite, qui apparaît subitement, tout comme une crise cardiaque, tout comme un accident d'auto. Mais le suicide va te laisser des questions ad vitam aeternam et un sentiment de culpabilité que tu peux pas te sortir de la tête. C'est ça qui arrive aux gens qui t'aiment. C'est ça qui arrive à quelqu'un qui s'enlève la vie. C'est que tu laisses ton entourage avec des questions sans réponse et un sentiment de culpabilité. La personne qui meurt d'une crise cardiaque, tu finis toujours par te dire « Quelle belle mort! » Il n'a pas souffert. Il a tiré sur la plug, il est mort comme ça. La personne qui meurt d'un accident d'automobile, le destin intervient à quelque part dans le deuil, tu comprends? On se dit tout le temps, bon, s'il était parti 5 minutes plus tôt, 5 minutes plus tard, cet accident-là ne serait pas arrivé, les conditions routières, mais on finit par dire, c'était son destin. Le suicide est toujours évitable. Le suicide, Sylvain, tu seras d'accord avec moi, c'est une solution temporaire. C'est une solution permanente à un problème temporaire. On le dit souvent. Mais les gens qui nous écoutent et disent, moi, j'en vois vraiment pas de solution, puis c'est mon choix, je vais aller là. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Prends une chance, appelle-nous. Appelle-nous. Oui. Souvent, il te manque de l'information. Souvent, peut-être, un déclic dans une discussion avec un intervenant va faire « Ah, j'avais pas vu ça de même. » Puis, tu sais, nous autres, on est là pour travailler avec vous autres sur des solutions. Puis laissez-nous la chance de vous accompagner. Ben, il l'a vécu. T'en as connu 4 personnes comme ça. Donc, toi, tu es là pour témoigner de l'après, la personne qui reste. Oui, en fait, c'est ça. C'est la personne qui reste, qui souffre énormément dans tout ça. Tu sais, mais pour prévenir ça, il faut parler à ceux qui souffrent, puis ceux qu'on pourrait vraiment sortir du problème. Tu sais. Absolument raison. Puis les ressources sont là, puis il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter à appeler, faut pas hésiter à demander de l'aide. De toute façon, quand tu es rendu que tu as une solution, que ta solution, c'est de t'enlever la vie, tu as quoi d'autre à perdre que d'essayer une dernière fois, tu sais, de demander de l'aide? Je pense que c'est si bien dit. On va conclure là-dessus, Ouais. Stéphane. On a compris les bonnes pratiques journalistiques. On est rassuré que dans la région, nos journalistes traitent ça avec diligence et respect aussi. Et on parlait de paquets tantôt. T'as-tu parlé de paquets? Tu sais, je t'en offre un. On a commencé ça. On va en faire ça tantôt. Des paquets de gomme! Un paquet de gomme. Si Ça tu se veux, donne bien à quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a un numéro de téléphone. Donc, on donne au suivant. On et- va le donner, je te le donne. Et même sans avoir besoin d'aide, c'est un article qui peut traîner chez vous, Absolument. puis qui C'est ce finira qu'on par disait. servir. Là. Tu nous écoutais en arrière de la porte, je pense. Non. C'est ce qu'on disait un peu. Mais c'est l'objectif. L'objectif, des fois, c'est de laisser à ton ami, c'est regarde, veux-tu appeler? Oh, ils sont là pour toi. Stéphane Martin, merci beaucoup pour ta présence. Merci à vous autres. Ça a été vraiment le fun de jaser. Un petit peu trop court avec toi aussi. Sylvain, on conclut cette édition de belle façon. On rappelle les infos pour la traversée. On a parlé de plein de choses, mais les infos principales. Bon, on l'a vu aussi passer pendant l'émission. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne ferme jamais, même pas les jours fériés, même pas à Noël. Il faut appeler 24/7 au 450-746-0303. Puis vous avez aussi suicide.ca. Si vous êtes trop gêné de parler, vous pouvez passer
Clavardage, ça fonctionne aussi. Et lisez les articles de nos journalistes. Vous allez peut-être voir ça différemment maintenant. Ouais. Merci. Merci. À la prochaine.